Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre rencontre vidéo, cet autre entretien vidéo sur la philosophie de la religion. Nous en sommes à notre 14e rencontre déjà. Hein? Et je reviens sur certains commentaires que vous me faites à propos de ces vidéos. Hein? Ça vous plaît, ça vous intéresse, ça vous fait réfléchir, bien que ce soit fort exigeant. Vous le dites, c'est abstrait, c'est c'est pas du beurre dans la poêle, comme on dit. Euh, J'en suis parfaitement conscient, sachez-le. J'essaie de tout, à la meilleure de ma connaissance, de mes dispositions, de mes talents, de rendre accessible ces réflexions fort abstraites, comme vous le dites. Hein. Et à ce propos, j'aurais à vous citer une phrase d'un philosophe que j'ai connu, enfin, que j'ai étudié alors que j'étais jeune universitaire. J'ai fait moi une maîtrise en philosophie et j'ai fait une thèse de maîtrise sur cet auteur, ce philosophe, du nom de Ludwig Wittgenstein, un Autrichien qui a vécu donc si ma mémoire est fidèle, il est né en 1889 à Vienne et il est décédé en 1951. Un philosophe hors norme, disons-le comme ça. Et dans l'édition de ces Vermischte Bemerkungen, ces remarques mêlées, publiées en 1984 chez Oxford, Basil Blackwell, repris, traduit en français chez Flammarion en 2002. Eh bien, à la page 134, il y a une remarque datant de 1948, où Wittgenstein écrit: quant au philosophe, il faut descendre dans l'antique chaos et se trouver bien là, confortable, dans le chaos originel. Hein. Alors, quand il est question de. Ben oui, quand il est question de métaphysique, comme il en est question ici, dans ces rencontres, dans ces entretiens, quand on est dans la métaphysique, on est dans le chaos originel d'où est issu, hein, tout le reste. Et il faut se trouver bien là, hein, à l'aise, confortable, malgré l'inconfort apparent dans lequel nous sommes plongés. Et c'est bien le cas hein, depuis le début de ces entretiens. Hein, je me tiens, j'essaie de me tenir bien confortable, à l'aise, et de vous y convier, vous aussi, dans ces questions abstruses, complexes, mais ô combien riches hein, de sens qu'on peut y déceler, y trouver. Donc aujourd'hui, je reviens, vous me permettrez encore une fois de revenir sur
les deux définitions de Thomas d'Aquin, ils sont... C'est central. Et c'est pour ça que j'insiste tant sur elle pour progresser, si vous voulez, dans l'intelligence, dans la compréhension de la philosophie actuelle qui ne peut être saisie pleinement qu'en revenant sur des débats anciens, mais qui sont de la source en fait de nos questionnements contemporains. Je prends par exemple simplement la question du genre ou du genrisme, la théorie du genre, qui depuis quelques temps, depuis une bonne décennie en tout cas, marque la philosophie actuelle. Je pense à un auteur comme Judith Butler, qui a écrit, Qu'est-ce qu'une vie bonne, mais son classique que je ne vois pas comme tel dans mes livres, qui s'appelle Trouble dans le genre, hein, datant de quelque chose comme 1988. Non, je ne l'ai pas ici, malheureusement. La question du genre, ben, c'est l'idée que, au-delà de la réalité, en tout cas, soi-disant réalité de la sexualité humaine, définie naturellement par le sexe mâle et le sexe féminin, ben il y a cette réalité, passez-moi l'expression, réalité, ou en tout cas bon, appelons ça comme ça, réalité, là, mais que c'est peut-être pas le mot représentation que les êtres humains se font de l'identité sexuelle, indépendamment donc de leurs caractéristiques biologiques marquées dans leur corps. Alors donc le genrisme, c'est une excroissance, si on veut, de ce débat, de ce débat, en fait, du sous-produit, d'une certaine manière, de la modernité, sans vouloir le dire péjorativement, sous-produit, ou en tout cas comme excroissance, conséquence de la modernité qui fait reposer donc la vérité essentiellement dans le sujet humain. Hein? Pensons à Descartes. Je pense, donc je suis. Hein? Et c'est dans la mesure où je pense que je suis, que l'être est. Hein? Et de là, donc, l'idée que ben, je pense que je suis un homme ou une femme, indépendamment de mes caractéristiques biologiques. Donc, par conséquent, je suis cela. Hein? Un homme, même si, ou une femme, même si
Je n'ai pas les atouts, ou en tout cas pas les atouts, mais les caractéristiques anatomiques euh, déterminant donc mon sexe. Il y a cette réalité qui est le genre, qui est une représentation identitaire, subjective, hein, personnelle, en ce sens-là, mais qui, par ailleurs, qui rejoint ou qui est de l'ordre social, parce que euh, hommes et femmes, selon la théorie du genre, ce ne sont que des construits sociaux, des constructions sociales. Hein. C'est très complexe. Je vous le concède que la théorie du genre. Je dirais simplement, mais j'y reviendrai. Hein. C'est trop important pour que je laisse ça de côté. Là. C'est la théorie du genre, ou le genrisme, en fait, appartient à cette philosophie contemporaine qui a pour nom donc le postmodernisme. On reviendra là-dessus plus tard dans un autre entretien vidéo. Pour aujourd'hui, je voudrais revenir celui que je considère comme étant, je dirais, véritablement le père, ou en tout cas un des pères de la philosophie moderne. Je m'excuse là, si j'utilise le mot père. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment. euh, je suis tout contrit d'utiliser des mots sexistes. Bon, si vous voulez, je peux utiliser le mot mère si ça convient davantage. Ça me convient davantage. Alors donc, David Hume est la mère avec Descartes, entre autres. Mais moi, je considère que David Hume est l'un des plus grands penseurs modernes. Et à ce titre, il a vraiment on lui doit le titre de mère. Peut-être de belle-mère, je ne sais plus là, quel terme utiliser. Hein. Je marche sur des œufs avec tout ce qui se dit aujourd'hui, toutes les contestations à partir du mouvement wokiste qui accourt aujourd'hui. Bon, enfin bref, je veux donc revenir sur David Hume parce que c'est trop important ce qu'il a à nous dire pour nous comprendre essentiellement. À la bonne voie. Je reviens à mon tableau des deux définitions de la vérité de Thomas d'Aquin. Hein? Donc, la première définition, adequatio intellectus ad res, hein? La conformité de l'intellect à la chose. Hein? C'est ce qu'on peut définir comme étant la vérité factuelle. Hein? Ma croyance, mon jugement est vrai en vertu de ce qu'il est conforme à ce qu'il y a dans la réalité, ce qui se trouve dans la réalité. Et comme je l'ai déjà dit à moult reprises depuis, c'est la seule définition de la vérité que les philosophes modernes vont retenir. Ça, tout le monde s'accorde là-dessus. Entre autres, on va le voir avec David Hume.
Et ensuite, l'autre définition indissociable de la première, selon Thomas d'Aquin, c'est l'adequatio rai ad intellectum. Ce qu'on appelle en tout cas ce qu'on appelle la vérité ontologique. Ontologique au sens où c'est une vérité qui porte sur l'être de la chose. Bon. Et j'ai donné la dernière fois donc une version vulgarisante de la vérité ontologique, au sens où c'est conforme à l'idée qu'on se fait de la chose ou de l'être. Voilà. Alors, qu'est-ce que David Hume nous dit à propos de ces deux vérités? Bien, évidemment, il rejette totalement la deuxième définition de la vérité selon Thomas d'Aquin, parce que conforme à l'idée qu'on s'en fait, eh bien, c'est conforme aux valeurs. Et vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois, que pour Hume, valeur, ce n'est essentiellement, excusez-moi, je ne vais pas dire ça, mais foncièrement, feeling. Une valeur, par exemple, l'exemple que je donnais, c'est être un bon papa. Hein? Ce n'est qu'une valeur. Ce qu'on considère comme étant un bon papa, un bon père, ce n'est qu'un ressenti, qu'une impression sensible, hein? Un feeling, comme dit Hume. Autrement dit, pour reprendre une chanson, une pièce, je ne sais plus qui, Do you feel like I do? If you feel like I do, so it's great. Hein? No problems. On s'entend. Subjectivement. Donc pour Hume, dire que la vérité est conforme à l'idée qu'on s'en fait, ce n'est qu'un partage de ressenti, de feeling. Et il n'y a pas de vérité là-dedans. Il y a juste un consensus. Et évidemment, ce consensus-là va être tenu comme étant social, d'où la théorie du genre, hein? La vérité dans le genrisme, hein? Ce n'est que le consensus social qui construit, qui a élaboré la notion, entre autres, de père et de mère. Hein? Ça ne correspond à rien dans la réalité. Hein? Alors, Hume est véritablement un ancêtre, le précurseur, si on veut, du genrisme. Hein? Ok, donc pour Hume, tout ça, la vérité ontologique, c'est de la bouillie pour les chats. C'est clair et net. Et il n'accepte comme vérité que la vérité factuelle.
c'est-à-dire une vérité euh, qui est obtenue grâce à l'observation, euh, l'expérimentation, l'expérience sensible à l'aide des cinq sens. Hein. Les seules vérités, ce sont les vérités qui sont accessibles aux cinq sens. D'où en philosophie, en épistémologie en particulier, le nom d'empirisme que l'on donne à cette conception de la vérité. Hein. Alors donc, Hume, je pense qu'il faut le dire, pour Hume, l'empirisme est central. Hein, et la voie épistémologique par excellence. D'ailleurs, empirisme vient du grec empiria, qui veut dire expérience, expérience sensible. Donc, expérience vécue basée sur les cinq sens connus. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Avec ça, on est en affaires, comme on dit, en business. Donc, nous disions une croyance que j'ai, que j'entretiens. Par exemple, l'éclatement de la vitre hein, est causé par une pierre qui a heurté la vitre. Et la vitre s'est éclatée. Tout ça repose sur l'expérience répétée, de sorte que nous pouvons dire d'une manière générale que lorsqu'une pierre ou un objet frappe une vitre, une glace, alors il y a éclatement de la vitre de la glace. L'expérience répétée, régulière, nous le confirme. Alors, donc la vérité factuelle, c'est une vérité qui est basée sur l'expérience sensible. Hein? C'est la seule vérité qu'admet David Hume. Le seul type de vérité qu'admet Hume. Évidemment, je me corrige tout de suite en disant qu'il admet aussi les vérités d'ordre mathématique et logique. Ce sont des vérités qu'il appelle de la raison. Bon, alors, qu'est-ce qu'un fait selon Hume? Un fait, est-ce que ça existe indépendamment de notre expérience sensible? Non. Tout fait résulte de notre expérience sensible. Il n'y a pas de fait qui existerait, selon Hume, indépendamment de notre expérience sensible, qui est la base cognitive
Donc, seul admissible, acceptable, au-delà de l'expérience sensible, on ne peut rien dire. Hein? Et concernant par exemple la causalité, hein, seule chose qu'on peut dire, c'est que notre expérience du monde sensible, notre expérience sensible du monde, nous contraint, nous force à admettre la réalité de la causalité. Non pas que la causalité existe dans le monde, indépendamment de nous, mais en vertu de notre expérience du monde, nous pouvons admettre la réalité de la causalité. Hein? D'où l'antiréalisme de Hume. La causalité n'a de légitimité ou n'a d'existence qu'en fonction, qu'en vertu de notre expérience sensible du monde. En elle-même, la causalité n'existe pas. Hein? D'où l'antiréalisme de Hume. Maintenant, je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'un fait? Sinon, la résultante d'une cause, c'est-à-dire d'un effet, précédé d'une cause, pardon. Bon. Alors le fait, lui, existe-t-il indépendamment de notre expérience sensible? Non! Il n'y a de fait qu'en vertu de notre expérience sensible. Saisissez-vous la distinction? La différence ici? La nuance, si vous voulez? Donc un fait, pour Hume, c'est toujours un fait à l'intérieur d'une expérience sensible, de l'expérience sensible. Il n'y a pas de fait indépendamment de nous. Hein? Ça, c'est très important, ça. De saisir ce sens du mot, la notion de fait, donc, ou de la vérité factuelle. Hein? Et ce qui est important aussi de dire à propos de Hume concernant la vérité factuelle, hein, la définition la première définition de Thomas d'Aquin dit adequatio intellectus adresse, conforme à conformité de l'intelligence à la chose. Pas seulement à la chose, mais à l'être de la chose. Donc, selon Thomas d'Aquin, la vérité factuelle, ce n'est pas la conformité de la perception sensible ou de la sensation, mais de l'intelligence à la chose. Comprenez-vous bien là, cette nuance? Hein? Pour Hume, toute vérité vient de la sensation. Nos idées, nos concepts, comme
êtres humains, nommez-les Québécois, Canadiens, etc., hein, sont des réalités fondamentalement sensibles. Pour Thomas d'Aquin, ces réalités, ces concepts, certes procèdent de la sensation, mais elles sont de l'ordre de l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui est capable d'extraire de diverses expériences un concept unique. Dans le concept d'homme, là, oui, ça part d'observation, de perception. C'est comme la ligne droite en géométrie. Hein? Avez-vous déjà touché à une ligne droite? Non. Le concept de ligne droite n'existe que dans l'intelligence. Oui, certes, il est abstrait de la réalité sensible observable. Hein? Bordure d'un mur, une baguette, un bâton, quoi d'autre? Nommez-les à partir de tout ce que nous avons pu observer, nous tirons un élément commun qui s'appelle une ligne droite, qui est un concept dans l'intelligence. Or, Hume rejette cette idée de concept pur dans l'intelligence. Ils sont toujours ce sont toujours des sensations, jamais des concepts, ou en tout cas jamais des concepts intelligibles, purement intelligibles. Ce sont des généralités, oui, des concepts donc, mais des concepts sensibles, foncièrement sensibles. Donc un fait, pour Hume, ce n'est qu'une expérience sensible. En soi, pour lui-même, ce qu'est un fait, selon Hume, ça nous échappe. C'est au-delà de la sensation et par conséquent, ça n'a pas de réalité. Alors ça, c'est très important à bien saisir. Hein? Revenons maintenant à la deuxième définition que rejette Hume. Hein? Conforme à l'idée que l'on se fait. Bon, ici, là, le mot important, là, c'est idée. Pour Hume, une idée, encore une fois, c'est un concept sensible. Ça n'a rien d'intelligible comme tel. Ou en tout cas, de prime abord, ce n'est pas rien d'intelligible, c'est quelque chose de sensible. Hein? Donc, quand on dit conforme à l'idée qu'on se fait, ben, ce que Hume comprend ici par idée, c'est l'idée sensible
que l'on se fait de la chose. Et non pas l'idée dans l'intelligence qu'on se fait. Voilà toute la différence. Donc, alors que pour Thomas d'Aquin, l'idée que l'on se fait de la chose, de l'être de la chose, c'est simplement quelque chose de nature intelligible et non sensible. Bon, je m'arrête là-dessus et je reviens dans un autre entretien sur toutes ces questions évidemment importantes. Et on va le voir en particulier avec la théorie du genre. À bientôt.